Alors ouais, les pleurs. Donc ça, les pleurs, c'est vraiment un sujet super important en fait parce que c'est les crises de pleurs excessifs, c'est en général la première cause de mortalité, de maltraitance infantile, d'infanticide, de bébés secoués, enfin, tout ce genre de tragédie quand le parent perd complètement son calme, c'est en général à la suite d'une crise de pleurs excessive. Il faut savoir que oui, un bébé ça pleure, il y a un pic en général à 2-3 mois, puis ça diminue un peu, ça finit par se stabiliser vers 4-5 mois. Mais voilà, c'est une période très compliquée pour les parents aussi. En fait, il y a pas mal d'études qui montrent une diminution du bien-être chez 2 tiers des nouveaux parents. Donc c'est très compliqué de s'occuper d'un nouveau-né. Et pour le tiers des parents qui voient leur bien-être rester stable ou augmenter avec l'arrivée d'un nouveau-né, bah, c'est en général des parents qui ont plus de 30 ans, dans les pays riches, qui sont suffisamment résilients et qui ont suffisamment de ressources pour pouvoir bah, aussi se payer une femme de ménage, s'offrir une babysitter pour souffler un peu de temps en temps. Donc voilà, c'est pas évident, c'est normal, c'est une période très très difficile. Alors il y a pas mal de recherches là qui commencent à s'intéresser à ces pleurs des bébés. Euh, En particulier, cette dernière décennie, là, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'études. Les chercheurs ont enregistré, ont développé des tas de bases de données en enregistrant des pleurs dans différentes situations pour avoir des pleurs de naissance, des pleurs de détresse, des pleurs de fatigue, des pleurs de douleur, des pleurs de faim, etc., etc. Et on a pu tester aussi les parents, voir si les parents étaient capables de décoder ces pleurs, de reconnaître quelles pleurs étaient dans quelle catégorie, aussi, les chercheurs ont développé euh, certains programmes capables, avec voilà, ce nouveau système d'intelligence artificielle, de décoder ces pleurs. Donc il semblerait que là maintenant on soit plutôt capable. Donc les parents en général y arrivent à peu près, un peu au-dessus du hasard. Surtout si on leur demande, on leur donne des catégories préétablies. Est-ce que à votre avis c'est un pleur de faim ou un pleur de douleur? Là ils y arrivent à peu près. Pour ce qui est des programmes, par contre, là maintenant on commence à avoir des programmes qui fonctionnent très bien, qui arrivent à comparer le pleur à une base de données déjà existante et à pouvoir le catégoriser assez efficacement. Il y a même des applis qui commencent à être développées. Je n'ai pas vu d'études vraiment qui aient testé l'efficacité de ces applications dans la vie de tous les jours, mais en tout cas c'est vraiment des recherches qui sont en plein essor. Euh, on sait aussi que bon, pour les pleurs de douleur, vraiment les pleurs de douleur intense, des pleurs qui ont été, je sais pas, enregistrées lors de circoncision par exemple, ou de vaccination, des choses comme ça. Là, on a de bonnes indications que le pleur tend à augmenter et à devenir de plus en plus aigu. Ça, c'est des variables importantes. Encore faut-il connaître le pleur typique de son bébé. Là, il y a des recherches, bon, une dont j'ai fait partie, qui montre assez bien que les parents, même les papas, peuvent reconnaître les pleurs typiques de leur bébé, à condition de passer suffisamment de temps avec leur bébé, bien sûr, mais du coup, ça permet de reconnaître si un pleur anormalement élevé, anormal, qui voilà, demande une intervention très rapide. Voilà, après, parfois on entend dire ouais, les bébés peuvent vous manipuler. Alors, c'est quelque chose qu'on me disait, moi parfois, ouais, ton bébé il te manipule, il pleure, il te manipule. En fait, bon, en biologie, pour reconnaître un signal honnête, il faut qu'il y ait un coût associé à ce signal, à la production de ce signal. Donc chez les bébés, ben, il se trouve que c'est assez coûteux de pleurer, hein, c'est même très coûteux en énergie. Essayez de pleurer aussi longtemps, aussi fort que votre bébé pendant. Et à un moment, vous verrez que ça demande énormément d'énergie. Donc a priori, c'est un signal honnête. On a aussi vu voilà, qu'il y a voilà, des pleurs anormalement élevés, anormalement aigus, reflètent une réelle détresse, un réel besoin chez l'enfant. Cependant, bah, l'hypothèse de pleurs comme ça manipulatoires reste défendue par une minorité de chercheurs pour une minorité de bébés. Mais voilà, en tout cas, avant 1 an, on peut dire voilà, le bébé ne va pas essayer de vous manipuler, ces pleurs reflètent de réels besoins. Ensuite, on peut entendre dire aussi, oui, moi je sais, je connais des parents qui vivent avec des boules caisses, leur bébé pleure constamment, et, euh, et voilà, ça reflète pas forcément de réels besoins. Donc bon, ça c'est parfois associé à ce qu'on appelle les coliques du nourrisson. Alors il semblerait que ça porte assez mal son nom, il y aurait que 5 à 10% de ces coliques qui seraient dus à des problèmes d'intolérance digestive. Donc dans ces cas-là, bon, on peut voir avec son pédiatre, il y a des traitements qui existent, on peut changer notre alimentation aussi. Euh, mais voilà, pour les autres, ces coliques du nourrisson, ben, il semblerait que ça soit juste
ça soit juste des bébés qui pleurent beaucoup. Alors déjà, pour définir la colique du nourrisson, il y a plein de définitions qui existent. Celle qui revient le plus souvent, c'est la règle des 3. Donc il faut que le bébé pleure plus de 3 heures par jour, pendant plus de 3 jours par semaine, pendant plus de 3 semaines. Euh, et voilà, bon, il y a des bébés comme ça, et il semblerait qu'ils fassent juste partie de cette loi, enfin, ça suit la loi normale, quoi. Donc c'est vraiment il y a une minorité de bébés dans l'espèce humaine qui pleurent très très peu. Il y a la plupart des bébés qui pleurent normalement, et puis on a une autre minorité de bébés qui pleurent beaucoup. Alors peut-être c'est pas de chance, c'est tombé sur vous, vous avez un bébé qui pleure énormément. Alors voilà, rassurez-vous, il y a des études qui ont essayé de suivre la santé de ces bébés, et a priori ils sont pas en plus mauvaise santé que les autres. Juste des bébés qui ont pris l'habitude de s'exprimer bruyamment. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire des choses pour diminuer quand même la quantité de pleurs. Il se trouve que les chasseurs-cueilleurs, il y a pas mal d'études qui montrent chez les chasseurs-cueilleurs que ces pleurs excessifs sont quasiment inexistants en fait. Il y a très très peu de coliques du nourrisson chez les chasseurs-cueilleurs, ce qui a permis d'émettre tout un tas d'hypothèses aussi qui ont pu être testées expérimentalement. Donc ce qu'on peut dire, bon, euh, les conseils qu'on avait donnés aussi dans la vidéo pour le sommeil, donc habituer le bébé à un cycle jour-nuit, limiter l'exposition aux lumières artificielles ou aux écrans la journée. Tout ça, ça va faciliter la mise en place du cycle jour-nuit et aider le bébé à faire ses nuits, donc il sera plus reposé. Euh, on peut aussi mentionner le fait les chasseurs-cueilleurs, ils portent leur bébé pratiquement constamment, donc ça c'est quelque chose qui diminue les pleurs. Ils sont très prompts à répondre aux signaux de détresse de leur bébé. En fait, le bébé avant de pleurer il va se mettre aussi à gigoter, à faire des grimaces, donc vu qu'ils l'ont toujours à portée de main, ils peuvent répondre très très rapidement. Donc ça, la promptitude de réponse, elle diminue aussi la quantité de pleurs. L'allaitement à la demande aussi, ça diminue la quantité de pleurs. Donc le bébé comme ça voilà va pas prendre l'habitude de devoir s'égosiller pour avoir un peu d'attention, il va avoir tout de suite des gens qui répondent à ses besoins très rapidement. Euh, on peut mentionner aussi le fait que c'est le rôle de la contagion émotionnelle. En fait, les bébés sont des éponges à émotions, hein. Si on est stressé, si on est nerveux, si on est fatigué, le bébé va le ressentir et ça va le rendre aussi stressé, nerveux. Et ça va augmenter les pleurs, donc on peut vite se retrouver enfermé comme ça dans un cercle vicieux où le bébé va beaucoup pleurer, ce qui va nous mettre de mauvaise humeur, ce qui va faire pleurer le bébé, et ainsi de suite. Donc si c'est votre cas, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et là, c'est vraiment un des points principaux qu'on voit aussi chez les chasseurs-cueilleurs, c'est qu'ils sont pratiquement jamais seuls avec leur bébé. Il y a énormément d'études qui montrent ça, le rôle de ce qu'on appelle le soin coopératif des jeunes dans l'évolution humaine. En fait, il a toujours fallu tout un village pour élever un enfant. On n'est vraiment pas fait pour élever des enfants tout seul. Et donc, faut pas hésiter, faut pas culpabiliser à demander de l'aide, que ce soit auprès de la famille, des amis, des voisins, ou si on est isolé, vraiment de se renseigner sur les associations qui peuvent exister autour de nous et qui pourraient nous aider. Voilà, et si nous-mêmes on n'a pas d'enfants, parfois on peut être un peu gêné ou avoir peur d'être intrusif en proposant de l'aide à des nouveaux parents, ou peut-être on n'est pas à l'aise avec un nouveau-né. Voilà, il y a d'autres moyens aussi de proposer son aide. On peut faire des courses, proposer de faire du ménage, amener un petit plat, un petit truc qu'on aurait cuisiné, n'importe quoi qui peut diminuer un petit peu la charge de travail des parents et les faire se sentir un peu entourés. En tout cas, voilà quelques conseils qui peuvent être donnés pour nous aider à traverser cette période qui peut être vraiment compliquée.